Le cercle RH, c'est tout de suite, on parle de l'aviation. Oui, le secteur de l'aviation, touché de plein fouet par la crise Covid, mais pas seulement, on va y revenir, avec un secteur qui est touché par des plans sociaux. On a vu évidemment le plus médiatique, le plan social d'Airbus, 15 000 emplois supprimés, avec tous les sous-traitants, parce qu'on ne parle pas des sous-traitants. Et puis, autre danger, ce sont les emplois autour des aéroports régionaux, parce que là, aujourd'hui, eh bien, le gouvernement explique qu'il vaut mieux prendre le train que de prendre l'avion sur les vols intérieurs. Ça pose évidemment des questions en matière d'emploi. Est-ce que l'avion a encore un avenir? On parle d'un avion électrique avec des batteries, un avion hybride, mais c'est pour combien de temps? C'est une question fondamentale sur le plan de notre écosystème et puis sur le plan de l'emploi. On en parle avec mes invités. Thomas Juin est à mes côtés. Vous êtes le président de l'Union des aéroports de France, l'UAF. Et d'ailleurs, vous avez réagi aux annonces de Bruno Le Maire sur cette idée bien qu'on allait plutôt favoriser le train aux dépens des lignes intérieures. Paul Chiombaretto, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, spécialiste de l'aérien, directeur de la chaire Pégase, c'est à Montpellier Business School, et vous dites des choses cash, parlant évidemment de la pollution des avions, mais parlant aussi de la pollution que provoque Internet, par exemple. On en parlera dans quelques instants. Francis Massé, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur pédagogique de l'Université du transport aérien, UTA, à l'ENAC, qui est une institution. Et puis je précise, parce que vous êtes un passionné, non pas que de la fonction publique et de sa réforme, mais passionné de l'aviation, ancien secrétaire général de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. D'abord, on va voir des chiffres sur le constat. La situation est dramatique. Baisse de moins 97% pour Orly, moins 88% pour Roissy. Thomas Juin, d'abord, est-ce qu'on est dans une situation irréversible? Est-ce qu'au moment où on se parle aujourd'hui, vous dites le secteur aérien est en très grand danger, et évidemment avec tous les emplois qui en découlent? Alors écoutez, on a en effet un phénomène inédit dans le secteur. Je pense que depuis la création de l'aviation commerciale, on n'a pas connu une telle situation. Donc c'est toujours difficile de se projeter quand on va vers quelque chose qui est inédit. Ce que je peux dire, c'est qu'on a clairement une prévision sur 2020 qui est assez catastrophique, puisque l'on estime que l'on aura à peu près moins 60% d'activité, c'est-à-dire, si vous rapportez ça au trafic passager français, c'est moins 120 millions de passagers, rien que pour la France. Donc, en effet, c'est un coup dur. Après, irréversible, tout dépend ce qu'on entend derrière. Ce qui est clair, c'est qu'il y aura une transformation de notre activité dans les prochains mois, prochaines années. Et donc, c'est en ce sens qu'on peut dire que c'est irréversible, c'est-à-dire qu'on va continuer à avoir une activité qui va se redéployer, mais d'une façon différente, ça c'est clair. Paul Chiombaretto, sur la question de l'emploi, parce qu'il y a un plan social Airbus, c'est ceux qui fabriquent les avions, on était leader mondial, 15 000 emplois supprimés, puis je pense à tous les autres emplois qui découlent, à la fois sur les plateformes, évidemment des aéroports, puis tous les emplois sous-traitants qui vivent de l'aéroport et de l'avion. Vous l'évaluez à combien ça, ce risque-là ? Alors, ce risque, il est assez difficile à évaluer, mais on a bien conscience que le transport aérien est un vecteur de développement économique. Une statistique qui revient assez régulièrement, c'est qu'à chaque fois qu'on augmente de 10% la connectivité ou le nombre de destinations d'un aéroport, on augmente de 0,5% le PIB local. Donc, réduire le transport aérien, en particulier en période de crise ou dans le cadre d'une volonté politique, c'est aussi mettre en danger l'emploi direct, indirect et surtout réduire l'attractivité de cette région. Bien sûr, on parlera de Bordeaux parce qu'il y a aussi un écosystème autour. Francis Massé, vous êtes dans quel état d'esprit? Parce que vous avez créé cette université du TA à l'ENAC. C'est l'écosystème, c'est le monde de l'aviation, ceux qui fabriquent, ceux qui vendent, ceux qui... Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Parce que c'est une situation où l'enjeu politique est fort. On a quand même des gouvernements, des citoyens qui disent c'est une honte de prendre l'avion, prenez le train, c'est bien plus sympa. Ça veut dire que ça tue le secteur. En effet, l'écosystème du transport aérien est un écosystème complexe et il continuera à se développer parce qu'il est innovant. Toute la question, c'est qu'aujourd'hui, cet écosystème complexe, il est au carrefour d'une multiplicité de crises. Bon, la crise pandémique, elle est évidente. C'est elle qui a causé le fait de la décision d'arrêter le transport aérien. Mais elle est aussi affectée par d'autres crises, les crises économiques, les crises sociales, les évolutions sociétales. Ce qui s'est passé avec l'effet Thunberg en 2019. Greta Thunberg. Je ne prends pas l'avion, je prends le bateau. Voilà, le fly scam donc, a joué une part importante. Il y a des évolutions techniques, le numérique également. Et puis des évolutions géopolitiques. Donc bref, comme le dit Paul, l'écosystème du transport aérien est un vecteur du développement économique, au même titre que le transport maritime, que les banques, le système financier et les assurances.
Donc c'est un vecteur qui a des chances, évidemment, à 5-10 ans, disent les experts, de se redévelopper, de se transformer, mais au prix, évidemment, d'un passage à vide très, très important. Ce passage à vide, vous l'évaluez parce que les aéroports régionaux commencent à tirer la sonnette d'alarme. Ils vous disent, mais attendez, comment on fait pour continuer à se développer économiquement, puisqu'on nous dit que vous êtes les méchants pollueurs aux dépens des trains qui le seraient moins et qui le sont moins d'ailleurs. Qu'est-ce que vous leur dites ? Écoutez, je pense qu'après la Convention citoyenne... Vous avez dû prendre un coup sur la tête quand non, mais vous je avez... pense qu'à la rentrée, il faudra une convention sur l'emploi. Je pense que le maître mot dans les prochains mois, ça va être très dur pour un certain nombre d'entrepreneurs, pour un certain nombre de salariés. Et je crois que prendre des décisions unilatérales comme cela, parce qu'il y a un état ambiant où on tape sur les riens, c'est toujours assez frappant qu'on n'interroge pas au moins les usagers des lignes aériennes. Pourquoi prennent-ils le Paris-Nantes, le Paris-Bordeaux ? J'aimerais bien qu'on interroge les usagers. Ouais. Parce que je ne pense pas qu'on a que des inconditionnels de l'avion, dans les usagers de l'avion. Ah oui. Je pense qu'il y a des gens qui prennent l'avion parce qu'ils en ont besoin. Et ce qui me frappe dans cette décision de supprimer des vols intérieurs, c'est qu'à la base, je demande, et j'ai demandé au gouvernement, à ce que l'on interroge et qu'on se concerte avec les entreprises locales, les aéroports, pour savoir pourquoi il n'y a pas eu un report modal complet de l'avion vers le train. Parce que l'avion et le train sont complémentaires, contrairement à ce qu'on dit en France, très complémentaires. Le report modal a eu lieu essentiellement. Donc s'il reste encore quelques lignes qui fonctionnent, c'est qu'il y a une raison. Et j'aimerais bien qu'on l'identifie. Vous mettez les pieds dans le plat, vous dites, vous êtes un expert des questions aériennes, vous dites, c'est vrai, l'avion, c'est du kérosène, il faut le dire, c'est donc un carburant polluant comme l'essence, hein. Mais vous dites, Internet, ça pollue beaucoup aussi, on n'en parle pas. Alors, c'est pas moi qui le dis en tant que tel, mais en tout cas, il y a un consensus chez les scientifiques concernant la part du transport aérien dans les émissions de CO2 mondiales. On est entre 2 et 3% des émissions de CO2. On peut remonter jusqu'à 5% éventuellement si on parle des effets hors CO2. Mais finalement, il y a d'autres secteurs qui polluent tout autant ou plus. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, les Français, dans leur ensemble, ne sont pas au courant de ça. Ou en tout cas, ils ont une vision qui est complètement biaisée de la réalité des émissions du transport aérien. Transport aérien, je le disais, 2 à 3% des émissions de CO2. 90% des Français pensent que c'est plus. Et finalement, une partie, à peu près 50% de la population française pense que c'est plus de 10% des émissions de CO2. Donc il y a une véritable méconnaissance de la réalité du secteur aérien et surtout aussi de l'évolution de ces émissions qui, lorsqu'elles sont divisées par le nombre de passagers transportés, ont baissé de plus de 25% au cours des 15 dernières années. Mais Francis Massé, je sais que ce n'est pas votre domaine d'expertise, mais dans cette université, vous avez les acteurs de l'aérien. J'imagine qu'eux aussi se disent, mais on a pris un coup sévère sur la tête. On a des citoyens qui aujourd'hui culpabilisent ceux qui prennent l'avion en disant, mais attendez, vous êtes des pollueurs, vous n'avez plus le droit de le prendre. Enfin, on est quand même dans un moment d'une ligne de crête. C'est-à-dire que même les gouvernants se posent des questions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce plateau pour dire, on sauve nos emplois et sauvons nos avions ? Alors, il faut sauver nos emplois et sauver nos compétences et nos savoir-faire pour rebondir et reconstruire l'avenir. À l'Université du transport aérien, nous faisons faire un 360 degrés aux stagiaires, qui sont tous des professionnels de l'écosystème du transport aérien, avionneurs, assembliers, compagnies aériennes, aéroports, la DGAC elle-même, dans ses différents métiers, etc. Et donc, on leur donne une approche transversale. Et donc, ce que dit... c'est vrai que notre culture française est très peu multimodale. On ne s'est pas pactisé avec les différents systèmes modaux. Pour le dire simplement, il y a Roissy où on peut prendre le TGV avec l'avion, mais on ne l'a pas beaucoup développé ailleurs. On n'a pas le temps, mais il faudrait raconter l'histoire de comment s'est prise la décision de faire l'interconnectivité à Roissy. C'est important, ça. Et puis, par exemple, effectivement, il faut avoir une vision complètement à 360 degrés. Je crois qu'aujourd'hui, tant qu'on restera sur des modes d'un instant, alors qu'il faut voir les choses dans leur globalité, c'est là qu'on prendra les bonnes décisions. Le numérique est important, l'environnement est essentiel, l'ensemble des modes de transport sont absolument indispensables, mais je pense qu'il faut voir les choses en même temps. Vous êtes d'accord ? Je repose ma question parce qu'il y a un débat sur la technologie. Ces avions, on nous a vendu il y a quelque temps cet avion qui devait partir avec Rolls-Royce et Airbus. Airbus va supprimer 15 000 emplois. Est-ce que l'entreprise est encore capable de produire une technologie verte, non polluante, ou est-ce qu'aujourd'hui, vous nous dites, et vous êtes un acteur,
Airbus n'est plus en capacité d'offrir un avion à 2027, puisque l'avion devait, je crois, décoller en 2027. Non, je crois que c'est une opportunité pour la France. Je pense que la France est un des rares pays au monde à disposer de toute la filière aéronautique. Je crois que les Français doivent le savoir. On construit. On construit, on transporte, enfin on a toute la filière. Il n'y en a pas beaucoup de pays au monde, il y a les États-Unis également, la Russie également. Et donc je pense que le vrai sujet, c'est pas d'aller fermer des lignes intérieures en France, ça ne changera rien à la problématique. Le sujet, il est d'un enjeu européen et mondial. On sait très bien que les émissions de CO2, même si Paul indique que c'est très bas, elles ont lieu essentiellement sur les vols de plus de 1500 km. Les fameux longs courriers. Absolument. Eh bien, donc l'enjeu, c'est quoi ? Est-ce qu'on va empêcher les Chinois, les Indiens de voyager demain ? On sait très bien, et l'Afrique, on sait très bien que le facteur de croissance, c'est là-dessus. Donc, il y a une opportunité pour la France, au contraire. Un enjeu industriel de faire en sorte que l'avion vert, dans 10 ans, dans 15 ans, ils viennent de nous. Et c'est un enjeu. Donc, il faudrait... La France a parfois cette difficulté d'aller de l'avant en termes de business. Il faut, au contraire, il y a un enjeu mondial et nous avons tous les atouts pour obtenir demain, au contraire, une transition écologique. Je ne veux pas réouvrir Notre-Dame-des-Landes, mais enfin, le débat de Notre-Dame-des-Landes avait été posé sous cet angle. Il y avait une partie de ceux qui avaient dit oui, d'ailleurs, lors du référendum. On veut un aéroport qui développe un écosystème et un business pour permettre à la Bretagne de se développer. Puis il y avait une autre partie des Français, d'écologistes radicaux, qui disaient hors de question, nous ne toucherons pas. C'est cette question de nouveau qui est posée, qui est sur la table. D'une certaine façon, le transport aérien, en fait, il exacerbe un peu tous les débats sur la mondialisation. Mais oui. Le transport aérien, après tout, est finalement le symbole des gagnants de la mondialisation, d'une certaine façon. Alors que, malgré tout, 50% des passagers aériens sont soit des inactifs, des étudiants, des retraités, soit des CSP-. Donc, malgré tout, ce ne sont pas que des riches ou des ultra-riches qui prennent l'avion. Pour autant, c'est un symbole. Et dans une période qui est un peu difficile, finalement, on s'attaque à des symboles bien plus qu'aux véritables problèmes. Francis Massé, je repose ma question, vous n'y avez pas répondu. Airbus, avec 15 000 salariés de moins, est-ce qu'elle est encore en capacité d'être un leader mondial et en capacité d'offrir à ceux qui voyagent un avion propre ? La réponse est oui. Parce que les capacités des ingénieurs de la recherche et développement d'Airbus et de toute la chaîne, la supply chain, est très riche et très importante. C'est justement pour ça que, par rapport aux plans sociaux qui ont lieu aujourd'hui, il faut faire attention au risque de perte de connaissances. C'est ma question. Ça, c'est la question essentielle. 15 000 salariés de moins. Par rapport à l'image, par rapport au problème de développement, par rapport au symbole qu'évoque Paul Chiambaretto, je dirais que l'avion reste encore le symbole déterminant de la diversité des cultures et de l'échange des cultures, du rapprochement des peuples et des cultures, et c'est très important. L'avion fait rêver, et il y a une demande d'avion, de transport par avion. Mais évidemment, aujourd'hui, qui peut penser que les ingénieurs qui ont, depuis plus d'un siècle désormais, construit des avions. Des aéronefs, comme on dit. Aéronefs, ouais, c'est ça. Plus lourds que l'air, ne seront pas capables de bâtir. Ça fait rêver. Demain, ça fait rêver. L'avion fait rêver ou il est vraiment rentré dans une phase de détestation ? Parce qu'il y avait une passion pour l'aviation, puis là aujourd'hui on nous dit vous prenez l'avion, t'es un pollueur. Il faut reconstruire le rêve aérien avec des avions verts, des avions qui soient capables, et on en sera capable, de construire des avions à faible émission, à zéro émission. L'avenir, parce que c'est une filière aussi économique. Alors, oui, c'est une filière, mais pour rebondir sur votre question, la majorité des Français n'ont probablement aucun avis sur l'avion. C'est-à-dire que c'est une commodité, c'est un mode de transport, on ne se pose pas vraiment la question de savoir on monte dedans ou pas. On monte dedans, on ne sait pas combien un avion consomme, combien il émet de CO2, et on ne se pose pas ces questions. Finalement, après, c'est un débat qui est cristallisé par quelques acteurs qui en font une espèce de bouc émissaire. Donc ils prennent en otage le secteur, là. Ils prennent en otage le secteur, d'autant plus dans une période difficile, quand le secteur va mal. C'est finalement au moment où le secteur va le plus mal, au moment où il a le besoin le plus d'aide, d'une certaine façon, qu'en fait, on a le meilleur moyen, finalement, pour pouvoir faire accepter n'importe quoi au secteur. Emploi matin, midi et soir, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire pour l'ensemble des secteurs d'activité. Vous êtes concerné. Vous y croyez ? Qu'est-ce qu'il vous dit, le ministre, aujourd'hui, pour sauver les emplois dans les bassins économiques autour des aéroports ? Parce que ce sont des bassins d'emploi. Alors, il y a d'abord les emplois, en effet, sur le secteur aéroportuaire. C'est à peu près 200 000
en France, une activité quand même importante. Au chômage partiel en partie. Voilà. Et en effet, il y a tout cet emploi autour des aéroports où un certain nombre d'entreprises se sont d'ailleurs établies en partie selon le critère de l'accessibilité. Il faut savoir que l'accessibilité aérienne est un élément indispensable pour un certain nombre d'entreprises. Et donc là, je crois que l'enjeu demain, c'est de voir comment on peut sauver cette connectivité aérienne qui a quand même, depuis des années, permis finalement un équilibre des territoires beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait en France. Et c'est l'avion qui a permis cela. Et aujourd'hui, quand j'entends même parfois des projets de dire on va interdire des bas tarifs en avion, oui. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que l'avion a bon dos. À un moment donné, il y a 10 ans, on disait l'avion est réservé aux riches. L'avion a prouvé justement qu'il était accessible au plus grand nombre et maintenant on voudrait lui interdire les moins aisés. Alors vous faites référence à une chose simple, c'est quand on supprime une ligne Air France, aucune ligne low cost ne peut remplacer cette ligne laissée vacante, on est bien d'accord. Alors la situation en effet de la réduction de l'offre Air France est très préoccupante puisqu'elle remplissait un certain nombre de rôles sur la connectivité. Et comme je vous le disais, ça ne sera pas la photographie d'hier, demain. Et donc, il va y avoir certaines liaisons qui vont être reprises, mais pas la totalité. Donc l'ensemble du territoire ne sera pas intégralement desservi par l'avion. On va vers ça. On va vers une situation, en tout cas, qui se dégrade en termes de connectivité. Donc, tout l'enjeu demain, nous, les aéroports français, c'est ce qu'on a demandé au gouvernement, de faire en sorte qu'ils mettent en place un dispositif, ce qu'on appelle un observatoire des coûts touchés, pour que la France ne soit pas le dindon de la farce. C'est quoi ? C'est qu'avec tout ce microcosme aujourd'hui où on tape sur l'avion, ce qui risque de se passer, c'est que les pays voisins européens se délectent de cette situation. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, nous, notre enjeu, c'est qu'au contraire, d'un point de vue fiscal, on arrive à réamorcer la pompe. Et donc il faut qu'il y ait un observatoire des coûts touchés qui ne désavantage pas la France par rapport à l'Italie, l'Espagne et les autres pays voisins. Donc oui, en effet, il y a un enjeu de connectivité aérienne de la France. Paul Camarito. Il y a un enjeu aussi qui est tout aussi important, c'est le report finalement pour les vols long courriers. La majorité des vols long courriers au départ de Paris, 50% des passagers n'ont pas commencé leur vol à Paris. Ils l'ont commencé dans une autre ville en province, une escale, à l'étranger. Exactement, Paris n'est qu'une simple escale. Si au final ce vol vers Paris n'est plus possible, finalement, les passagers, ils auront le faire ailleurs, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. Et là, pour le coup, ça pose des questions en termes finalement de compétitivité aussi des compagnies aériennes françaises, qui, rappelons-le, quand même sont en difficulté depuis de nombreuses années et qui sont particulièrement touchées en ce moment. Avant de nous quitter, on a parlé de ce plan social de 15 000 chez Airbus, qui pose une question évidemment de maintien de la valeur ajoutée des ingénieurs du savoir. Puis il y a Air France. Air France qui est un fleuron je dirais, de nos compagnies françaises et qui lui aussi va être touché. Vous êtes d'accord, Francis Masset ? Là, il y a un vrai danger. Il y a déjà eu plusieurs plans sociaux de départ volontaire. Puis là, Air France, évidemment, j'imagine, s'interroge pour la rentrée. Bien sûr, mais d'une manière générale, il y a un enjeu de connectivité au niveau européen par rapport à l'ensemble du monde global, au niveau des territoires. Et donc, c'est très important de conserver ce vecteur qui est l'avion. Et effectivement, il est important pour l'Europe d'avoir des grandes compagnies comme Air France, comme Lufthansa, parce que c'est d'autres compagnies aériennes européennes, parce que l'Europe a besoin de connectivité. Et quant au territoire, effectivement, on n'a pas jusqu'à présent parlé d'aviation d'affaires, mais imaginons tel chef d'entreprise, de PME, d'ETI industrielle à Libourne, à Béziers ou à l'île Lesquin, etc., ils ont besoin de temps en temps d'aller faire des affaires à Francfort, à Londres, à Milan. Et ils doivent. Et c'est pas le TGV qui va répondre à ça. Enfin là, au moment où on se parle, quand on voit les chiffres d'arrêt d'activité, moins 97, moins 88 à Roissy, tous ces hommes d'affaires ne se déplacent plus. Ils sont en visio. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Oui, alors, il n'y a plus d'activité de déplacement à faire ou de moins en moins. Ouais, moi, je peux vous dire que dans les indicateurs qu'on commence à voir, parce que c'est intéressant je suis moins inquiet sur la demande. Les gens sont pragmatiques. Ils prennent l'avion ou le train en fonction de leurs besoins. Donc, il faut sans y mettre la grille de lecture écologique. Enlever toute idéologie, même sur ce sujet. Et donc, je ne suis pas très inquiet sur la demande, je suis beaucoup plus inquiet sur l'offre, où il va y avoir en effet une consolidation, il faut s'y attendre, et une situation qui risque en effet de se traduire, si on n'y prend pas garde, si la France n'est pas assez diversifiée en nombre de compagnies aériennes, eh bien, une augmentation du prix du billet pour le consommateur. Donc, tout l'enjeu demain, c'est que le gouvernement doit avoir une stratégie, un plan d'attaque
pour rebâtir la connectivité aérienne de la France. Sauver le secteur aérien en termes d'emploi. Un dernier mot, Paul Chiambaretto, j'ai vu que c'était aussi, les billets étaient les plus taxés, je crois qu'il y a 20 euros ou 15 euros qui partent sur 100 euros. Faux, vrai? Un peu plus, Un peu plus encore. En tout cas, il y a différentes taxes, il y a différentes redevances. Mais c'est compliqué un billet d'avion quand on le décompose. C'est très très compliqué, mais globalement, sur un billet à 100 euros, un billet domestique, il y en a à peu près 50 euros qui vont retomber finalement dans la poche d'une compagnie aérienne, sachant qu'elle aura énormément de coûts de son côté. Et au final, la marge sur le passager est très faible, de quelques euros seulement. Donc au final, il y a quand même, c'est un secteur qui structurellement avait déjà de grosses difficultés financières, et là la crise amplifie ces difficultés. On n'a pas le temps de revenir sur Ryanair qui a fait aussi un accord de compétitivité, vous avez vu, qui supprime. Est-ce qu'il y a un risque chez Air France comme ça, qu'il y ait une pression sur les salariés en réduisant les salaires, en réorganisant? Il y a un débat quand même RH là. Il va y avoir, mais Air France devait se transformer. Il y a une accélération. Avant Covid. Après, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'Air France mise sur Transavia, notamment sur le court moyen courrier. Donc je pense que voilà. Toute crise demande une transformation, et donc j'espère que cette transformation sera dans l'intérêt des régions, des territoires, parce que c'est quand même la finalité. L'aérien a une finalité en soi, mais surtout pour l'économie des territoires et de la France. Je voulais vous remercier pour ce débat qu'on va suivre de près, évidemment, parce qu'il y a des plans sociaux, tant à Air France et qu'à Airbus. Je voulais simplement signaler Air Cosmos, cette couverture qui est d'ailleurs au cœur du débat qu'on a eu, liaison régionale, ça vous concerne directement. Air France rebat les cartes, ça c'est Air Cosmos. Et il y a un vrai débat évidemment sur ces lignes. Merci Thomas Juin, président de l'Union des aéroports de France, l'UAF. Merci Paul Chiambaretto, vous êtes économiste spécialiste de l'aérien et vous êtes en charge de la chaire Pégase à Montpellier Business School. Et merci à Francis Massé qui est à l'origine de l'UTA, qui est Université du transport aérien intégrée à l'ENAC. Ce sont 6 sessions sur une année où tout l'écosystème de l'aérien se réunit, discute, et je pense que les discussions sont vives. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi, c'est le retour sur le recrutement, les chiffres d'emploi, c'est tout de suite.